il y a de plus en plus de chaînes sur YouTube qui sont des chaînes qui traitent de vulgarisation et notamment de vulgarisation scientifique. Ce qui est hyper intéressant en soi, quoi. On en parle régulièrement en plus. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a une autre nuit originale, il y a Nota Bene qui était venu et qui était arrivé et je m'étais planté, j'avais dit t'es historien et le mec avait dit mais je suis pas du tout historien, je suis une escroquerie totale, quoi. Et est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on est vraiment un escroc quand on parle de science sur internet sans être scientifique? Et puis surtout, en fait, qu'est-ce que c'est parler de science sur YouTube? Ça pose plein de questions, ça pose des questions éthiques, jusqu'à quel moment est-ce qu'on simplifie? Ça pose des questions aussi de comment est-ce qu'on fait pour faire venir le public à nous? Est-ce que parfois ça passe par des méthodes qui sont strictement incontestables? Voilà, toutes ces questions-là, je voulais en parler avec des gens qui font de la vulgarisation scientifique sur YouTube. Il y a un petit chéri dans la table, vous allez voir, ils sont tous là, ils sont beaux, ils sont tout, ils sont... Et puis voilà, quoi, c'était une très belle occasion de parler de vulgarisation scientifique et de toutes les problématiques que ça couvre. Et ça me fait tellement plaisir, j'ai l'impression de réunir les Avengers de la science, quoi. Et je me sens tellement bien. Je sais pas si se sentir bien est une vraie condition. Allez, on va changer ça. Puis on va commencer par un petit tour de table et puis juste après, je vous laisse le truc. Allez. Bonjour, Vlad. Ok, par contre là on voit plus Seb. Ah oui, exact. On va ajuster. Vous allez vous tasser. Vous savez, allez vous tasser. Très bien. Tassez-vous. 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 Voilà, tassez-vous beaucoup. Ah. Si seulement. Alors, nous avons de gauche à droite Vlad Tapas. Attendez, parce que je fais ça un peu à la va comme je te pousse. Mais Vlad Tapas, ça c'est Chat, ça c'est Prise de Savoir d'Histoire, qui est un excellent blog, qui était conseillé par Seb, si tu me regardes, c'est pour toi. Et c'est un blog que j'ai découvert un soir de teuf, quoi. Et j'ai vu ce blog et j'ai fait, mon Dieu, ce blog est trop cool. La personne qui le fait est sûrement super cool aussi. Il faut qu'elle vienne, donc elle est là et ça me fait très plaisir. Merci. Coucou. Dr Nozman. Voilà, c'est la première pour lui, mais je suis très content qu'il soit là, ça fait très plaisir. Je suis très content. Donc, il va pas faire péter la nuit originale pour l'instant, mais pourquoi pas une prochaine, une petite expérience de derrière les fagots à base de trucs. Arnaud à côté, c'est ça? C'est ça. De Stupid Economics, voilà, qui n'était pas là tout à l'heure, mais là il est là, et ça c'est bien. Seb, Bonjour. Seb, Sense of Wonder, et son frère jumeau à côté, donc Léo, de Dirty Biology, Léo Levaux. C'est là, oui, bah tu m'étonnes. Je les compte. Voilà. Attends 2 secondes que je change la couleur. Voilà, ça va chez vous? Est-ce que quelqu'un peut faire une petite musique de... Pendant que je... Merci. Parce que Vlad est musicien aussi. Donc, Et ça a parlé de la vulgarisation scientifique sur YouTube. On est d'accord? C'est ça. Exact. Totalement. Comment ça va la vulgarisation sur YouTube en ce moment? Sur va, Internet merci, en et toi? général. Ça va, écoute, on est peinard, on est plutôt bien. La vulgarisation sur Internet, hop, on fait ça. J'espère que ça va chez vous aussi. Vous tweetez, hein, j'espère. Hop. Manon et Dave se mettent derrière, si j'ai envie de dire, et puis voilà, je vous laisse avec eux le bonheur, la tendresse. Allez, on se retrouve sur Snap. C'est une belle voix radio quand même. Il est fantastique. Il est Il est soigné. Ah ouais. Il y a tout le bordel de tout le monde. Il y a des lettres. C'est pas juste Sébastien, il a des chats sur son casque. Il y a des chats sur le Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Il est où le chat? Enchanté. Ok. Alors, Ouais. Alors, bonsoir Internet et salut, bienvenue à la table de la vulgarisation. Mais pas seulement la vulgarisation. En fait, on va parler de l'éthique et de la vulgarisation. Du coup, je présente pas la table parce que Thomas vient de le faire, c'est marqué au-dessus et comme ça, on gagne du temps pour nos questions. J'ai avec moi Dave, c'est moi. d'Histoire Brève, qui croit s'y connaître en histoire. J'avais dit ça, moi. À la dernière, j'ai dit que j'étais un escroc, hein, c'est réglé. Qui sera chargé de lire le chat. Dave, Du coup, on va regarde pas les gens parler qui t'acclament. d'Athéna aujourd'hui, tu vas faire comment? Et moi, c'est Manon Bril de C'est une autre histoire et je crois m'y connaître en histoire. Vous pouvez poser des questions en même temps. Dave va essayer de les recenser, mais il va faire ce qu'il peut avec ses capacités. Et ensuite, on essaiera peut-être de garder un petit moment à la fin pour y répondre si les invités n'ont pas été trop bavards. Je précise juste qu'on a prévu un certain nombre de questions avant. Et les invités sont plus ou moins positionnés dessus. Comme ça, on s'est dit qu'on ferait des tours de parole plutôt que tout le monde parle en même temps ou tout le monde un tout petit peu sur tout. Ça sera peut-être moins fourni. Donc voilà, donc il y a des tours de parole que Dave surveillera. Tu as un chronomètre? Oui, dans la tête. Très bien. Alors, j'ai fait quand même une mini intro. C'est le passage chiant, donc, sur la vulgarisation pour amorcer la réflexion. Et la caméra, elle est où en fait? Où est-ce que je regarde les gens?
Là, C'est ça. sur l'ordinateur, normal. Je te vois. Très bien. Alors, donc, on va lancer le débat en définissant très très vite ce que c'est la vulgarisation selon nous, mais on va en discuter tout au long de l'heure, et en prenant quelques exemples pris dans l'actualité pour faire résonner un peu tout ça. Donc le terme de vulgarisation en lui-même, hein, bon, il fait un peu débat, c'est vrai, il y en a qui préfèrent dire médiation scientifique, il y en a qui préfèrent dire popularisation. Bon bref, nous on s'en fout, on utilisera tous les mots indifféremment, sauf Arnaud qui dira popularisation. Et donc... alors, qu'est-ce que c'est la vulgarisation? Alors, pour le dire tout simplement, ça consiste d'abord à rendre clair et accessible au plus grand nombre possible un contenu qui peut être plus ou moins compliqué, mais pas seulement. Et selon nous, enfin on est plusieurs en tout cas à le penser, mais on va en discuter, c'est aussi le rendre attrayant et assez sexy. Il nous semble que juste expliquer quelque chose de compliqué, c'est pas suffisant. C'est important aussi de faire comprendre pourquoi c'est important et intéressant. Voilà. Et donc, rendre quelque chose d'intéressant, c'est peut-être aussi le rendre aguicheur, c'est peut-être faire des trucs aguicheurs, et ça peut impliquer éventuellement une part de manipulation. Donc, on va discuter de l'éthique dans la vulgarisation. Oh, la belle intro. Alors, est-ce qu'on manipule les gens quand on fait de la vulgarisation? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on doit le faire? Il y en a qui sont chauds là-dessus. Est-ce que dans ce cas, tout format ou tout titre putaclic est permis, toute miniature qui fait buzzer, par exemple, avec des femmes et du lait? Les gens aiment le lait, apparemment. Est-ce que ça c'est permis, ou est-ce qu'au contraire, si on veut faire un truc sérieux, il ne faut surtout pas le faire? On va discuter de ces questions-là. Est-ce que la vulgarisation, alors c'est quelque chose qui est déjà en place depuis longtemps à la télé, vous connaissez tous C'est pas sorcier par exemple, mais qui décolle aujourd'hui sur le net en général, et sur YouTube évidemment. Donc tout le monde s'y essaye un peu, pour le meilleur et parfois le pire. Et donc on a vu quelques exemples dont on pourrait discuter de l'éthique et de l'usage qui est fait de la science ou de l'image de la science. Et donc je prends un exemple à la télé pour commencer avec l'animateur Mac Lesguy qui utilise sa réputation et un emballage d'émissions scientifiques pour te vendre du dentifrice. Donc parce que la science, parce que je vais t'expliquer par A plus B pourquoi tu dois acheter cette brosse à dents. C'est scientifiquement prouvé. Par exemple, donc même si lui à la base il est ingénieur, il n'est pas forcément légitime pour parler de tous ces sujets, mais c'est un animateur, ça pose la question aussi de est-ce que tout le monde peut faire de la vulgarisation? Donc ça aussi on va en parler. Et si non, pourquoi? Et si oui, comment? Et sinon, pour prendre un exemple sur YouTube, récemment on a eu la chaîne Les Questions Cons qui s'est essayée à la vulgarisation avec le format Dis-moi pourquoi, où il répondait à une question des internautes et dont on a pu être plusieurs à être déçus quant au contenu parce que parfois il n'était pas forcément solide ou des fois il était carrément erroné. Et peut-être qu'eux n'ont pas été satisfaits de ça non plus, puisqu'ils ont décidé de faire une pause et de repenser leur format, donc c'est tout à leur honneur, évidemment. Donc, ça pose la question, en fait, le contenu, ça pose la question des sources. Quelles sources on utilise, pourquoi, comment, où est-ce qu'on va les chercher? Est-ce que Wikipédia, c'est une source? Comment on l'utilise? Et est-ce qu'il faut donner ses sources, par exemple, aussi? Il y a des choses là-dessus qui tournent en ce moment. Sachant aussi que c'est une très grosse chaîne, ça pose aussi la question ça touche une très grosse audience, assez jeune d'ailleurs, ça pose aussi la question de la responsabilité quand on fait de la vulgarisation. Est-ce qu'on a une responsabilité vis-à-vis de son public ou non, ou pas, on va en parler. Voilà, et enfin, pour terminer, leur communauté, bien sûr, les a soutenus face à la critique. Et donc, parfois envers et contre tout. Donc, si on a le temps, on terminera en se questionnant sur est-ce qu'il y a une responsabilité de la part du public aussi? Est-ce que l'esprit critique est possible? Parce qu'on n'est pas tous spécialistes, et en général, on n'est même presque aucun spécialiste du sujet qu'on regarde, sinon on ne regarde pas forcément. Donc, est-ce que c'est possible? Comment avoir un esprit critique, etc. Voilà, j'essaie de faire vite. Alors, c'est beau? Ça va? Ça t'impressionne? Pardon. Ok, c'est parti. Alors, premier débat, si tu veux, Dave, tu peux enchaîner un peu sur les questions. La première question est écrite juste ici, tu vois, parce que j'ai fait un petit plan. C'est les mots là? Ouais, c'est les mots. Tu sais lire? Ok. Dans ton pays, on t'apprend à lire? Je sais pas vous, mais moi je vais pas oser parler parce qu'elle recte tout le monde depuis tout à l'heure. J'avoue, je vous en veux de l'amour. Alors, il y a une question, c'est est-ce que tout le monde... Ah, merci. Est-ce que tout le monde peut faire de la vulgarisation? Sinon, pourquoi? Si oui, comment? Alors, tu peux quand même... Oui, non mais attends, j'allais lancer, en fait, je laisse une petite respiration. Donne le totem de la parole. C'est insupportable, hein, c'est pas possible. Oui, Ça, c'est la licorne. du coup, voilà, il y en a 4 qui d'accord. ont demandé qui ont voulu prendre cette question. Donc, on va commencer par Seb, de Seb Ouais. Wonder. Absolument. Pour toi,
Alors pour moi, j'ai un background un peu particulier parce que je viens du monde académique, c'est-à-dire que je suis dans la minorité des gens qui font de la vulgarisation, sur YouTube en tout cas. C'est les gens qui sont à l'université et qui essaient de vulgariser ce qu'ils apprennent. Par contre, il se trouve qu'il y a des chaînes de gens qui ne sont pas du tout de l'université, du monde académique, qui viennent vulgariser et qui font ça très très bien. Alors, ce qui a pour conséquence de me faire penser que tout le monde devrait faire de la vulgarisation, devrait pouvoir faire de la vulgarisation. Je veux citer un exemple, je sais pas moi, Stupid Economics par exemple. Je crois que tu allais me toucher la cuisse. Ouais. Je l'ai fait. Je sens la déception. Qui fait les choses très très bien. Mais je pense que ça vient avec une certaine responsabilité et il faut être conscient des limites qu'on a, dans le sens où quand tu fais de la vulgarisation, tu dois... Alors, il se trouve que les sources, les infos sont partout. On est sur Internet. Oui, les sources sont partout. On est sur Internet, les infos, elles sont là, et il faut juste savoir les trouver. Et savoir débusquer les mauvaises. Et savoir débusquer les mauvaises. Ça demande une espèce d'esprit critique, ça demande une rigueur qui n'est pas facile à avoir au début. On apprend tous un peu à la dure, on ne sait pas forcément reconnaître une bonne page Wikipédia ou pas au départ. Mais c'est important de l'avoir, et c'est important d'en être conscient de l'avoir. Et les gens qui ne sont pas conscients de ça, généralement ça amène à une mauvaise vulgarisation, tout simplement. Quoi d'autre ? Pour apprendre à reconnaître une bonne source, moi je donne une référence généralement, c'est la chaîne Hygiène Mentale qui fait toute une chaîne YouTube sur comment débusquer des bonnes sources et des mauvaises sources sur Internet. C'est juste absolument génial. Une autre manière de limiter le nombre d'erreurs qu'on peut faire quand on commence la vulgarisation, c'est de se mettre en communauté. Et là, on a une super communauté qui commence à se mettre en place sur YouTube, qui s'appelle Vidéosciences, qui a pour but de fournir une espèce alors le mot est de Pierre Kerner, de peer videoing, en référence au peer reviewing de la recherche scientifique. C'est l'instant promo là, c'est ça? C'est un petit peu l'instant promo, ouais, RPZ. T'as le droit. Et du coup, c'est des groupes Facebook d'experts ou d'experts en devenir qui donnent un certain recul sur les scripts des épisodes que les gens sont en train de faire. Et donc ça permet d'avoir une espèce de retour, de feedback de gens qui s'y connaissent un peu pour limiter le nombre d'erreurs. Parce qu'on en fait tous des erreurs, c'est normal d'en faire. Donc une validation par les pairs. Une validation par les pairs, exactement. Merci Seb. On va passer à Chat. Oui. Alors il y a un truc que tu as dit avec lequel je ne suis pas d'accord. Tu as dit il y a toutes les sources sur Internet. Alors déjà, il y a une question de toutes les sources sont sur Internet, mais dans quelle langue? Parce que rien que si tu cherches qu'en français, tu es très limité. Tu as certains domaines aussi qui sont tellement spécialisés que sur Internet, tu as surtout des chances de trouver du bullshit plutôt que la vérité. À la limite, on va peut-être t'envoyer vers de bonnes sources, mais les bonnes sources ne sont pas forcément toutes sur Internet. Et donc, rien que ça, il faut le remettre en question. Par exemple, du coup, comme dans ton intro, tu parlais de Wikipédia, tu dis tu peux avoir de bonnes sources sur Wikipédia, mais il faut l'utiliser, te dire... Ok, ce qui fait un bon article Wikipédia, c'est qu'il y ait des sources en dessous. Donc, va regarder les sources de Wikipédia pour ensuite aller vers des trucs... pour t'assurer en tout cas que l'article est véridique et que même ça, ils n'ont pas travesti leurs sources. Parce que c'est facile de mettre des lignes et après de dire complètement autre chose. Les pages de discussion sont intéressantes aussi sur les pages Wikipédia, clairement. C'est très très représentatif. Wikipédia, c'est pas une source à prendre comme telle. On peut pas... Je pense qu'en tant qu'universitaire, on est peut-être autour de cette table, on ne peut pas considérer Wikipédia comme une source fiable. Et ça dépendrait peut-être des disciplines. Ouais, j'allais dire, si les spécialistes font leur travail avec Wikipédia, a priori, je sais plus, il y avait des calculs qui ont été faits dessus. Une faute sur Wikipédia, elle est vue 100 fois en moyenne. Parce qu'en général, un spécialiste, quand il va sur Wikipédia, enfin notre génération de spécialistes maintenant, celle qui a grandi avec Internet, quand elle voit une erreur sur Wikipédia, elle la corrige. Et contrairement à une encyclopédie papier qui est publiée, où là l'erreur elle y est, elle reste, on peut corriger les erreurs. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est qu'on se prenne tous un petit peu en main, et que dès qu'on voit une erreur sur Wikipédia, on la corrige. Absolument. Parce que ça peut être un très très bon... Par rapport à Il y a quelqu'un sur le chat qui dit Wikipédia, c'est pas une source, c'est un lien vers des sources. Ça peut être une source secondaire. Mais comme tout, voilà, une source secondaire. Comme un article de journal peut être une source secondaire. Tu dis, faut juste prendre conscience de la limite de ta source, quoi. Par rapport à ce que tu disais donc sur les langues, il faut plutôt faire des recherches, éviter de faire des recherches que dans sa langue, donc en français. Ça c'est clair. À titre personnel, par exemple, moi je fais que des recherches en anglais. Je fais zéro recherche en français. C'est la langue de la science. Hein. Voilà, tout simplement parce qu'en fait les articles scientifiques sont écrits en anglais. Et puis en général, les bons vulgarisateurs scientifiques, parce que je veux aussi regarder ce que font les autres,
ils sont anglais aussi, donc tout simplement. Vu qu'on n'a pas masse de temps, on va... Juste pour reprendre là-dessus, c'est aussi que la fin, tu es plus dans tout ce qui est considéré comme sciences dures, naturelles, etc. Enfin, si on fait la différence. Alors que quand tu tombes, par exemple, dans les sciences humaines, là, par contre, c'est encore plus important, je trouve, de prendre différentes sources de différentes langues. Parce que d'un pays à l'autre, des fois, tu n'as pas exactement la même méthodologie. Et surtout, pour avoir des informations sur un pays en particulier, là, clairement, c'est vachement mieux de connaître la langue du pays. Quoi. Il y a aussi un autre élément quand on est seul, qu'on débute la vulgarisation sans être forcément venir du monde académique ou de choses comme ça, c'est de savoir où est le consensus scientifique. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément... moi, quand je suis arrivé dans le monde de l'économie, on va dire ça comme ça, j'arrivais pas forcément à savoir est-ce que ça, c'est un consensus parmi les économistes ou est-ce que c'est un petit peu une espèce de petite recherche comme ça d'un économiste qui fait ça pour le fun, quoi. Et ça, c'est vrai que d'être entouré de gens qui, eux, sont académiciens, qui, eux, ont une expérience, ont étudié le sujet pendant des années, ça aide à savoir ce qui est vraiment, ce qui fait partie du consensus et ce qui ne le fait pas. Ce qui est un petit peu difficile aussi pour trouver de bonnes sources, c'est que produire une source de connaissances fiable, c'est long. C'est long et c'est difficile. Et du coup, les premiers trucs sur lesquels on tombe sur Internet, en règle générale, c'est les sites qui fonctionnent très très vite, qui ont énormément de vues, qui ont énormément de contenu, qui arrivent de manière extrêmement régulière. Et souvent, c'est pas forcément les meilleurs trucs. C'est assez fréquent, surtout dans l'un de mes deux domaines, donc tout ce qui va concerner la cognition et les croyances. C'est assez fréquent que sur toute la première page Google, ce soit que des sites conspirationnistes ou que des sites pseudo-scientifiques. Et il y a des règles pour apprendre à les reconnaître. C'est ça. S'il y a un site écrit en Comic Sans avec des lettres en toutes les couleurs, s'il y a des gifs sur le verre, il y a une alarme qui devrait... S'il y a des gifs animés, un compteur de vues... Non, voilà, il faut faire extrêmement attention à ça, et justement, ces sites, bien souvent, ils ont tendance à se relier les uns vers les autres et à se conglomérer. Et du coup, à partir du moment où on a commencé à en repérer un, c'est beaucoup plus facile de réussir à tirer les chevaux. Hygiène Mentale, justement, a fait une excellente vidéo là-dessus, sur comment repérer les sites qui ne sont pas forcément très très fiables. Ça s'appelle la désinformation sur Internet. Et il est absolument brillant. Pris, oui, du coup, non, je pense qu'on peut... Bon, le prochain, du coup, le beau Julien, qui n'a pas accès à la table pour l'instant. Mais mets-toi à côté de quelqu'un, non? Voilà, serre-toi entre Nozman et Arnaud. Voilà, on accueille Julien de la chaîne Dans ton corps, qui te parle de médecine et qui t'apprend à surmonter la gueule de bois et qui ira donner des conseils aux gens derrière après, je pense. Demain matin, t'es le héros. Bonjour. Je vais peut-être répondre à la question initiale qui n'était pas sur les sources, je crois, qui était sur est-ce que tout le monde peut faire de la vulgarisation, c'est ça? C'est ça, exactement, tu peux y aller. Non, je pense que non, évidemment, tout le monde ne peut pas faire de la vulgarisation, dans la mesure où il faut avoir des connaissances sur le sujet qu'on entend traiter. Maintenant, comment est-ce qu'on a acquis ces connaissances? On peut le faire en étant autodidacte, on peut le faire en ayant une formation universitaire, académique, ça c'est pas un souci, mais je pense quand même que la base c'est juste avoir des connaissances solides sur le sujet qu'on traite, ne serait-ce que pour être capable de... on parlait pour le coup des sources et des documents qu'on trouve sur Internet, ne serait-ce que pour être capable de bien les comprendre, parce que lire une phrase et la recracher telle qu'elle, c'est une chose. Si on ne comprend pas vraiment ce qu'il y a derrière les mots, si on ne comprend pas les notions, les concepts, etc., on raconte de la merde. Donc non, je pense que tout le monde ne peut pas, mais c'est en même temps à la portée de tout le monde si on fait l'effort de se renseigner et d'acquérir les connaissances. Justement, juste pour revenir là-dessus, effectivement, je pense qu'en fait tout le monde peut faire de la vulgarisation, mais pas sur tout. Il y a vraiment des domaines qui sont un petit peu plus difficiles à acquérir. Globalement, on est tous plus ou moins savants dans un domaine ou un autre, juste la cuisine, juste n'importe quoi, il n'y a pas de sous-connaissance. Moi je suis super content d'aller sur Internet pour regarder des tutos, pour apprendre à faire bien lever ma pâte à pain, c'est trop cool. Il y a des gens qui savent faire ça bien mieux que moi. Mais je pense que ce qu'il faut vraiment c'est de la rigueur à la base. De la rigueur, savoir comment faire correctement ses recherches. Moi à la base j'ai une formation de musicologue, et à côté de ça j'ai une chaîne sur les sciences cognitives. Alors sur les sciences cognitives et sur l'esprit critique, ça n'a rien à voir avec ma formation de base. Mais voilà, je remercie le conservatoire et la fac de m'avoir enseigné la rigueur, le respect des ressources et le respect du peer viewing et de toutes ces choses-là, parce que c'est ce genre de choses-là qui m'a permis d'aborder des sujets qui n'étaient pas mes sujets d'expertise à la base, en me disant que par la validation des pairs, tout ça, a priori, je disais pas trop de bêtises. Et je pense que c'est la rigueur le maître mot. Après aussi, pour vulgariser, c'est-à-dire toucher toutes les couches de la population, il faut aussi avoir des compétences pédagogiques essentielles de transmission, quoi. Parce qu'on peut pas... si on veut s'adresser vraiment à tout le monde, sinon on vulgarise pas.
Oui, on n'a pas encore parlé des skills. On a parlé du background, mais on n'a pas Ouais. encore parlé des compétences à vulgariser, tout à fait. Ça. Puis il y a deux trucs hyper pervers. C'est le machin du savant, la malédiction du savoir. La malédiction du savoir qui est le fait que des fois on est tellement savant dans un domaine qu'on ne sait plus ce que c'est de se mettre à la place de celui qui ne comprend rien. Et du coup, quelquefois, les savants les plus brillants sont pas forcément les meilleurs vulgarisateurs parce qu'ils ne savent plus comment c'est de ne pas savoir. Puis un autre truc hyper pervers, c'est l'effet de Dunning-Kruger qui est... J'étais sûr que tu allais en parler. c'est les deux gros machins, quoi. L'effet de Dunning-Kruger qui est le fait que... il y a un stade hyper pervers dans la connaissance qui est quand on commence à en savoir suffisamment dans un domaine pour se dire ok je gère, mais pas suffisamment pour se rendre compte de l'incommensurable dose d'inconnaissance qu'on a sur un domaine. Donc on a l'impression qu'on est trop BG, alors qu'en fait on sait rien. Ouais, mais dans ce cas-là, on peut aussi continuer avec, en plus ça fait le lien avec l'heure après, l'effet, le syndrome de l'imposteur, Ouais. où du coup tu as des connaissances, mais tu n'es pas non plus un super expert. Par exemple, moi je suis pas super experte dans mon domaine, j'ai juste des connaissances de base qui me permettent de comprendre ce que je lis et mes sources, mais je suis pas linguiste de base, quoi. Et du coup, tu peux dire, ouais, je suis pas la plus légitime, donc, en fait, moi, je peux pas faire ça, alors qu'en fait, C'est le revers de l'effet de Dunning-Kruger, ouais. La connaissance crée c'est un peu beaucoup plus de doute que de quand certitude. tu es dans l'entre-deux, en fait, tu as toujours ce doute de dire, bon... Ouais. Mais tu peux aussi, du coup, l'utiliser comme un truc positif, ou te dire, bon, comme je suis pas totalement sûre, prendre plus de précautions et bien noter... faire preuve de rigueur, quoi. Oui, c'est ça. Ou même mettre en avant ce dont tu doutes aussi, de dire bon, je pense que c'est ça, mais c'est toujours mon interprétation, je peux me tromper, quoi. Pour pas toujours garder une honnêteté aussi en face des personnes qui te lisent ou qui te regardent. Il y a des gens qui disent laissez Léo après. Désolé, mais Il donne un avis parce que là, le chat en fait, s'emballe. la moitié du chat te réclame depuis tout à l'heure. Dis un truc. Salut. Voilà, c'est bon, merci. question suivante. Allez. Ok. Donc question suivante, du coup, y a-t-il une responsabilité de la part du vulgarisateur quant au contenu qu'il donne? Léo est inscrit sur cette question. Et c'est le premier, Détendez-vous. donc, voilà. Eh ben, écoute Léo, vas-y. Comment Oui, je pense que c'est évident. Tu parles à... Bon, je sais pas, ça dépend de la taille de ta communauté, enfin, de ton audience en tout cas. J'aime pas le mot communauté, mais bon, si tu parles à 300 000 personnes et que tu dis de la merde, tu dis de la merde à 300 000 personnes. Donc ça veut dire qu'en fait, tu implantes une idée fausse dans le cerveau de 300 000 personnes. Ce qui est, à mon avis, relativement grave. Parce que ça veut dire que cette idée, après, va y avoir masse de taf pour la virer, quoi, pour enlever la mauvaise herbe qui a été implantée. Donc oui, je pense que c'est une responsabilité et je pense que c'est assez grave, surtout sur des sujets qui après, par exemple, je pense aux anti-vaxxers, tu vois, aux States, tu fais une vidéo de vulgarisation, en tout cas qui a l'air d'être une vidéo de vulgarisation en disant le vaccin peut te donner l'autisme. T'as mis cette idée-là dans la tête des gens, et le truc c'est que les enfants derrière ne sont pas vaccinés et peuvent crever parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Donc là, en fait, vraiment, en tant que vulgarisateur à la base, tu as été fautif et coupable, je pense, en partie de la mort de certains enfants. Il y a des maladies qui sont réapparues à cause de ça. Ouais, le smallpox, comment on appelle ça? C'est pas la variole ou un truc comme ça? C'est la variole. Ouais, donc oui, je pense que c'est évident pour moi que tu as une grosse responsabilité. Alors après, quand tu parles, que ce soit de biologie fondamentale, d'astrophysique, de physique fondamentale ou d'histoire ancienne, peut-être que là c'est plus discutable sur l'impact dans la vie de tous les jours que tu vas avoir sur les gens, mais quand même ça reste fondamentalement... tu as une responsabilité, quoi. Ouais. Mais du coup, juste par rapport à ce que tu as dit, du coup, est-ce que ça voudrait dire que la responsabilité augmente avec son audience? Ah oui, carrément. Mais donc du coup, quelqu'un qui a juste, par exemple, 200 personnes qui le suivent, est-ce que du coup, il peut dire de la merde? Je le pense pas, mais... Tu as une sorte de seuil, à mon avis, dès le départ, il faut donner tout ce que tu as, mais plus ça va, plus il faut donner tout ce que tu as, tu vois. Et je pense que tous les gens qui sont ici et qui ont des grosses communautés, à mon avis, la pression n'a fait qu'augmenter sur leur travail. Moi, personnellement, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que maintenant... Je pouvais écrire avant un script en une après-midi, aujourd'hui je passe une semaine. Parce que je veux pas dire une merde, c'est pas possible, je veux plus, quoi. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. En fait, j'ai l'impression que la rigueur, elle ne change pas de toute façon du début à la fin, que ce côté une petite communauté ou une énorme communauté, mais le fait que tu dises effectivement des conneries, ça peut... Enfin, c'est de plus en plus grave si ça grandit, mais c'est logique. Mais à mon avis, la rigueur, elle est là depuis la création de la chaîne. Si on veut essayer d'insérer justement des idées, des concepts dans la tête des gens, apprendre des choses, transmettre des trucs, c'est sûr que la rigueur elle est là depuis le début. Donc voilà. Il y a forcément, en fait, je pense qu'il faut séparer la rigueur de l'importance de ce qu'on dit en fait aux gens au fil des gains de la communauté. Effectivement, c'est un peu bizarre de dire ça, mais la rigueur elle est là depuis le début, quoi. Et il faut pas la perdre, faut pas la lâcher, quoi. Oui, non, mais même quand on n'a pas un grand auditoire ou un grand lectorat, ce qui est hyper important, c'est d'être crédible dès le départ, parce que ça aussi, ça pose ton autorité vis-à-vis de ton public. Donc
Je suis pas sûr que le public soit vraiment conscient de ce genre de problème. Autant ils sont très très vivaces sur tout ce qui dit plagiat, etc. Autant au niveau de la véracité du contenu. Les gens consomment à fond en fait sur YouTube, c'est ça le Ils sont assez passifs. C'est une consommation passive, c'est ce que j'allais dire. Moi j'ai un blog écrit et je cite régulièrement mes sources, c'est-à-dire que dans mon texte est incrusté des citations qui mènent à des liens qui mènent aux sources directement, donc dans Gallica ou dans d'autres bibliothèques numériques, etc. Et moi j'ai mes stats et je me rends compte que les gens cliquent beaucoup sur les sources. Ouais, donc, après, je pense qu'en fait, tu as un effet, c'est qu'au début, enfin je sais pas quelle est la taille de ton blog et tout, mais je pense que les petites communautés ou les trucs un petit peu pas trop connus, ça attire des gens qui sont déjà actifs dans la recherche de ce contenu-là, tu vois. Donc en fait, tu vas attirer, toi, des spécialistes ou des gens qui sont déjà très intéressés par ton domaine. Moi, c'est ce qui se passait au début de ma chaîne. J'avais des gens qui étaient déjà motivés par la biologie et qui disaient tout de suite des commentaires très constructifs. Et en fait, après, quand tu as un remplissage, on va dire, ta communauté grandit, elle se remplit pas tellement avec des experts, elle se remplit plus avec des gens qui sont néophytes, tu vois, et qui arrivent parce qu'ils sont pas forcément intéressés par le sujet, mais ouais, ils découvrent. Tout à fait. Mais moi, je réalise quand même vraiment que les gens vont beaucoup voir les sources. Ouais. Et comme ça leur permet d'approfondir et de pouvoir pas avoir juste une vague idée du thème abordé et pas dire j'ai vu un article, je sais à peu près ce que c'est, mais d'avoir même eu l'occasion d'approfondir carrément et de pouvoir en parler eux-mêmes après, s'approprier le sujet aussi. Pardon, je veux te couper. D'autant plus que tu renvoies sur des sources sur Gallica et qui sont assez agréables à regarder, c'est des sources d'époque et tout, donc c'est le site de la bibliothèque. Je prends toujours les sources les plus pittoresques. Voilà, et du coup c'est même rigolo d'aller lire ça en général, tout à fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, d'ailleurs, les images du Moyen-Âge, tu avais mis un truc sur le pénitent, hein, comment ça s'appelle ? Le pénitentiel de Burchard de Worms. Exceptionnel. Là, les images, elles sont vraiment cool parce que c'est magique. Mais ça permet de... et pourtant, on parlait des titres racoleurs tout à l'heure. Ouais. Là, j'ai pas du tout besoin d'un titre racoleur, mais effectivement, quand on touche à des thèmes qui sont intergénérationnels et puis genre la sexualité, par exemple. Voilà, telle la sexualité, par exemple. Et ben, on se rend compte que non, les gens, ils sont extrêmement intéressés parce que, même si... Non, mais aussi de réaliser que des tabous qu'on a cru créer au 19e siècle ou plus tard, qu'on a construit dans la société pour bien brigader les mœurs, en fait, c'est des tabous récents, quoi, et qu'il y a plein de trucs qu'on vit aujourd'hui et qui étaient déjà là depuis la nuit des temps, quoi. Donc, qui est inscrit encore, Dave, s'il te plaît, mène-le. J'étais dessus, alors je prends la suite. Il y a un autre truc par rapport à la communauté qui s'agrandit et qui, je trouve, décuple vraiment la responsabilité de la fiabilité de ce qu'on dit, c'est que justement, plus la communauté est grande, plus on a de moyens de vérifier ce qu'on dit. Plus on est crédible pour demander, par exemple, du peer viewing. Parce que c'est sûr que quand on va aller voir un institut de recherche et qu'on va lui dire bonjour, j'ai une chaîne qui a 12 personnes, j'aimerais bien faire relire ce texte de 3 pages, c'est plus difficile de trouver quelqu'un que de dire bonjour, j'ai une grosse audience et donc une grosse responsabilité par rapport à ce que je vais dire, je vais potentiellement faire apprendre de la merde aux gens, est-ce que ce serait possible d'avoir une relecture ? Surtout c'est beaucoup plus facile. Maintenant, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais vous serez d'accord, c'est qu'aujourd'hui on est de plus en plus reconnus, nous en tant que vidéastes scientifiques, par les médias traditionnels, genre France Culture, ce matin c'était quoi ? C'était France Info, on est passé dans France Info. Avec il y a France Inter. Il y a de plus en plus de monde. Donc voilà, on passe vraiment comme une sorte de média à part entière, donc maintenant on peut légitimement demander à qui on veut. Des professeurs 2.0. Puis, voilà. Il y a de plus en plus de peer viewing et de peer videoing qui se met en place sur Internet et ça c'est vraiment super. Parce que même quand on parle d'un domaine, faut voir que même sur le plan universitaire, une spécialisation c'est hyper pointu. On n'a pas de spécialistes de 100% de la biologie. On va avoir des spécialistes de la biologie végétale, de la biologie animale, même avec des domaines hyper spécifiques. Et du coup voilà, quelqu'un qui est spécialisé en, que sais-je, en chignorga, que sais-je, et qui a envie de parler de biologie animale, qui n'est pas du tout un domaine qu'il maîtrise. Il a des bases, il y a un socle commun dans la biologie, mais il ne va pas forcément savoir tout ce qu'il y a à savoir sur ce sujet-là. Donc il ne va pas pouvoir aller voir quelqu'un qui est vraiment spécialiste de ce domaine pour bien vérifier dans le détail s'il n'y a pas eu de problème. Et surtout tout ce qu'il y a d'actualité. Ce qui est généralement d'intérêt au niveau de la vulgarisation, c'est de traiter des sujets d'actualité. C'est ça, parce que généralement on se met à jour dans son propre domaine hyper spécifique, mais se tenir à jour dans tous les domaines, la science ça va hyper vite la science, surtout aujourd'hui. Mais on peut se mettre d'accord sur le fait quand même que la rigueur, de toute façon, il faut l'avoir dès le départ. Parce qu'avant d'avoir un auditoire conséquent, on a tous démarré à zéro.
mais les vidéos elles restent. Donc si tu dis des conneries au début, et c'est pas parce que tu as 200 abonnés que quand tu en auras 1 million, il n'y en aura pas 1 million qui verront tes conneries. Donc la rigueur, ça doit être... complètement. On disait seulement que la responsabilité décuplait après, mais la pression en fait, mais la responsabilité elle est dès le départ, parce que tu produis un contenu qui est amené à durer et à rester accessible à tout le monde. Et voilà, et puis une information fausse, c'est une durée de vie incroyable. Mais c'est pour ça qu'on peut aussi mettre des annotations sur les vidéos, et ça c'est bien. Oui. Il n'y en a pas, ça se met de plus en plus en place. Ça, quitte à ce que ce soit moche, autant que ce soit moche mais vrai, quoi. Okay. Du coup, allumez vos annotations, les gens. Attends, il y a Arnaud aussi du coup qui voulait réagir, le pauvre qui est sur le canapé. Voilà. Arnaud, viens avec nous. Est-ce que vous pouvez pas... Mais est-ce que vous pouvez Léo, si tu parles, les gens vont Léo, pleurer. reviens. Tu vas mettre le chat en PLS. On a perdu 200 vues. Voilà, non mais oui, il y a tout le staff qui se barre. Je vais officiellement détester. C'est gentil pour Arnaud. Arnaud, c'est bon, 500 nouvelles vues. C'est bon. C'est bon. Du coup, Arnaud, la responsabilité de la part du vulgarisateur par rapport au contenu. J'ai rien à dire. C'était vraiment très intéressant. En fait, t'as mis ton nom au pif sur la feuille. Voilà, c'est ça. Et ben, va-t'en. Non, mais on va le faire. Donc. Ok. Non, là, je sais pas pourquoi j'ai marqué mon... Si tu veux, j'ai une question pour toi, Arnaud. On n'a pas abordé dans la... Voilà, donc je ne sais pas pourquoi j'ai mis mon nom ici. C'était hier soir. Voilà, c'était très tard. Fallait que je mette mon nom quelque part. Okay. Je l'ai mis. Tu peux faire une sous-question si tu veux. On avait chat aussi. Attends, oui, bah de toute façon, voilà, il y avait chat, donc voilà. Tu non, je me suis changé. C'est pas grave. T'as imprimé la mauvaise feuille en fait. Ah bah voilà. Non, mais c'est pas grave. C'est bon, si on peut tout mettre sur ma... Non, je disais une sous-question du coup qu'on peut avoir, c'est de dire si les gens comprennent de travers, ou alors toi-même des fois dans ta formulation t'as été ambigu et les gens n'ont pas compris, bah là aussi on peut se poser du coup ta responsabilité elle est où si c'est les gens qui ont mal compris ce que t'as dit. Du coup est-ce que tu vas expliquer à chaque personne qu'elle s'est trompée, est-ce que tu mets une notation, est-ce que tu dis bah si c'est vraiment 3 personnes bah c'est leur faute à eux, que elle s'arrête où ta responsabilité? Chat pose les questions. Les vraies questions. Est-ce que tu crois pas qu'à partir du moment où une personne a mal compris, c'est peut-être... Non, si c'est une personne, tu vois, pour moi c'est voilà, c'est une personne, mais tu dis peut-être que, surtout quand tu as une petite audience, tu dis une personne qui pose une question, vu la majorité silencieuse, c'est peut-être 20 qui n'ont pas compris. Oui, donc c'est peut-être à toi dans ce cas de te remettre en question. Bah c'est ça, à mon avis. Ce que je commence à remarquer sur mes vidéos, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui mettent des commentaires où ils ont mal compris mes vidéos. Mais ensuite, il y a d'autres gens qui vont répondre en commentaire en expliquant vraiment ce qui se passe. Et ça, je trouve ça très très intéressant et assez salvateur d'ailleurs, parce que tu n'as pas forcément le temps de répondre à 10 000 personnes. Et ouais, ça se met de plus en place, c'est cool. En fait, moi, ne venant pas d'un... Justement, j'ai pas eu un parcours académique ou j'ai pas fait d'études dans des domaines scientifiques particuliers. J'ai toujours la pression quand je mets une vidéo, forcément, parce que moi, je me fais relire, justement, comme on disait, par Sébastien des fois même, par plein de gens de vidéosciences qui m'aident, et c'est hyper cool. Et quand il y a des imprécisions ou que des gens comprennent pas forcément bien, et ben moi, justement, je trouve ça hyper important qu'il y ait cette relation entre le public et le créateur, le vulgarisateur, de pouvoir se recorriger avec ce système d'annotation. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'outils qui sont mis en place pour pouvoir s'auto-corriger, voilà, mettre plus de précision sur les vidéos. Et je pense que ça, c'est là, dans ce cas-là, le créateur a une réelle responsabilité de modifier son travail, même après coup, quoi. Et on peut le faire sur YouTube, donc c'est quand même c'est cool. très facile d'avoir du feedback avec ce système de commentaires. Complètement. Et puis en plus, quand la communauté grandit, il y a des gens qui sont de plus en plus pointus sur ce qu'on met en fait. Et même si on dit pas de bêtises, ils vont vouloir toujours titiller pour avoir des précisions, mais c'est normal en fait. C'est des gens qui adorent leur domaine, donc forcément, ils disent des choses. Et à ce moment-là, on peut faire un travail de relecture, de modification de contenu, quoi, avec le système de fiches et tout, quoi. À ce sujet-là, justement, c'est moi ce qui m'est arrivé pour ma chaîne, c'est que c'est à partir d'un commentaire en fait de quelqu'un qui a commenté sur une de mes vidéos en pointant quelques erreurs, incohérences, etc., que j'ai pu rencontrer la personne qui m'aide aujourd'hui à relire, à faire la relecture des vidéos. Donc il s'appelle Olivier Simard Casanova. Donc voilà. Ça c'est la magie d'Internet. Si tu nous entends. Mais voilà, c'est ça. Et ça c'est vraiment la grosse valeur ajoutée, quoi. C'est quelqu'un, je ne l'aurais jamais rencontré autrement, et c'est grâce à ces commentaires qui étaient très pointus, mais qui étaient qui m'ont fait comprendre 2-3 trucs sur une vidéo, et maintenant on travaille ensemble, quoi. C'est cool. C'est une belle histoire. Cette bromance. J'ai pleuré à la fin. RT si t'as pleuré. Allez. Question suivante. Je suis désagréable. Bon, je pense que Léo il va vouloir revenir du coup.
Mais purée, ça dépend. Il y en a bien qui se sert là, faites quelque chose. J'ai mis mon pantalon blanc. Allez, un tour au bout d'un moment. Je vais mettre un cul ici. Voilà, partagez votre chaise, les garçons. Désolé, les gens d'internet. Choisis un micro, c'est l'autre. Ah, je suis très bien. En fait, en stéréo. Alors, question suivante. Question suivante, les enfants. Hein, tu veux dire cette fois Manipule-t-on les gens lorsqu'on fait de la vulgarisation? Peut-on le faire? Doit-on le faire? Est-ce que les formats putaclic sont les bienvenus ou à éviter, etc. Visage avenant. Et on va peut-être donner la parole à Léo, vu qu'il vient de sortir un format putaclic. Non, pas un format, c'est une vidéo, c'est son format. Un thème putaclic avec une vignette putaclic. C'est le concept de sa chaîne. C'est le concept de sa chaîne, d'ailleurs. Une chaîne putaclic. Oui. Merci. Alors, donc, il n'a pas écouté la question. question. Mais tu disais qu'en fait la vulgarisation c'est expliquer les trucs et les rendre attrayantes. Comment rendre attrayant quelque chose qui ne l'est pas ou qui nécessite 5 ans d'études pour l'être? Pour moi, tu peux le faire de plein de façons différentes. Tu peux le faire en montrant aux gens que ça va les impacter dans leur vie de tous les jours. Tu peux le faire en le sexualisant. Tu peux le faire en les faisant rêver. Tu vois, tu peux utiliser une gamme d'émotions. Carl Sagan, ici présent, il sait très bien que en fait, tu peux le faire en émerveillant les gens. Enfin, en vrai, le vrai Carl Sagan, c'est pas que c'est pas... J'ai adoré le visage de Dieu. C'est pas... pour remettre le truc dans le contexte, Carl Sagan, c'était un astrobiologiste qui a fait la série Cosmos, qui est une super série. Et en gros, ce mec-là a réussi à vulgariser plein de trucs d'astronomie, mais de façon vraiment très chouette. Enfin, il faisait vraiment rêver, un sujet qui, à mon avis, n'était pas si sexy avant, quoi. Et lui, il a vraiment pris le parti de le rendre émerveillant, quoi. Vraiment, tu as envie d'aller dans l'univers avec lui. Et moi, je pense qu'en fait, ça, c'est la moitié de notre job. En fait, en vrai, en termes de temps passé, pour moi, c'est 80% du job, même presque 90, quoi. Donc, voilà. Donc je pense que oui, le putaclic, enfin comme tous les outils qu'on a pour rendre les trucs utiles, c'est un outil important, quoi. Ouais. Je pense que comme tout, il y a un moment, il faut juste être transparent et l'assumer, quoi. Ah ouais. Et faire comme tu viens de dire, quoi. Et c'est pas grave de rendre les choses attrayantes, quoi. Faut aussi voir qu'est-ce qu'on appelle putaclic, parce qu'il y a la manipulation pure et dure, qui est pas forcément super cool, et il y a effectivement le fait de rendre les choses attrayantes. Ce qui va pas forcément être la même chose. Alors pour moi, en fait, c'est une forme de manipulation, hein. Enfin, pour moi, tu vends un truc. Tu vends un truc que les gens n'auraient pas mangé avant. Tu vois, j'ai fait une petite conférence à l'université l'autre jour, c'était assez marrant. Oh bah. Non, mais j'étais devant 10 personnes, hein, ça va, c'était pas... tu vois, c'était des potes. Comme toutes les conférences d'université, non? C'était que des potes. Et en gros, j'ai fait le parallèle avec la salade. C'est qu'en fait, on vend de la salade, tu vois. C'est un truc qui est pas très bon à manger, il n'y a pas aucun intérêt. Et on est en compétition avec des hamburgers, les vidéos de chats, tu vois, des trucs bien à manger et agréables. Il y a 10 végétariens qui ont déjà écrit des commentaires, mec. Non, mais des hamburgers végés, hein. J'en fais partie. Avec du soja et tout. Et en fait, nous, ce qu'on doit faire, c'est rendre la salade cool, tu vois. Et donc, j'avais les photos, tu sais, je sais pas si tu vois, les photos sur Internet de meufs qui rigolent en mangeant de la salade. T'en as plein sur Internet. Pieds nus. Ouais, pieds nus, tu vois, et qui rigolent dans un décor tout blanc. Et en fait, c'est ça qu'on doit faire, quoi. On doit rendre la salade sexy. On doit rendre un truc hyper aride, hyper sec. On doit rendre beau gosse, quoi. Effectivement, il y a beaucoup de commentaires sur la salade. C'est bon la salade, moi j'aime la salade, Voilà. Salade. Team salade. Voilà. Je suis salade. Bon, on va passer à... Alors un truc intéressant peut-être. Attends, il y a Seb. Ouais. On a le temps. On est lancé. On a le temps. Je peux ne pas le faire aussi. Non, mais moi, je suis d'accord qu'on peut être racoleur, mais après voilà, il ne faut pas décevoir derrière les gens, les lecteurs, c'est hyper important. Et souvent on peut être racoleur sur un élément minuscule de notre article, et vu que ça va être extrêmement riche derrière, au final on sait que les gens ne seront pas déçus parce qu'ils seront venus pour ce petit élément marrant, piquant, croquant, tout ça, et ils auront ramassé aussi plein d'autres informations. C'est là où ça devient riche et où c'est intéressant de faire du racoleur, quoi. Mais voilà, par exemple, on donnait tout à l'heure l'exemple de Maclesguy, je trouve que c'est un excellent exemple. Faut pas non plus vendre une chose pour ce qu'elle n'est pas, quoi. Et il faut pas s'amuser à foutre un habillage qui va faire passer une chose pour une chose fausse pour une chose vraie, quoi. Tu parles du dentifrice, tout simplement. Ouais, on était sur le dentifrice. Voilà, le fait que la blouse blanche, mais ça voilà, même les chercheurs ils s'en servent, quoi. Tous les directeurs de laboratoire, vous les voyez en interview, ils ont leur blouse blanche. Non, mais je veux dire, voilà. D'ailleurs, la plupart du temps, les directeurs de laboratoire, ils font plus de manip depuis des années, ils filent ça aux stagiaires. Donc la blouse blanche, ils l'ont plus vue depuis longtemps, quoi. Ils la sortent que pour les interviews. Et c'est plus sur ce genre de choses-là, en fait, sur lesquelles je me pose des questions. Ben moi, je me demande s'il n'y a pas un revers aussi au putaclic, dans le sens où, par exemple, je me dis, cette dernière vidéo avec des images trop putaclic,
est-ce que ça va pas justement faire que c'est de pire en pire et qu'il n'y aura plus que ça en fait? Par exemple, je me dis même dans des titres de journal, maintenant on commence à voir des trucs comme ça, genre vous ne devinerez jamais qui est le nouvel acteur de bidule truc. Le troisième va vous étonner. Voilà, non mais là c'est vraiment les pires des pires, mais je me dis, si on commence à faire ça, trop ça pour n'importe quoi, est-ce qu'il n'y a pas ce revers-là du coup on ne fasse plus la différence? Parce que je me dis, par exemple, si je connaissais pas ta chaîne, j'aurais vu une image comme ça, je fais putain, ça fait BuzzFeed, je clique pas dessus. Donc je me dis, bon, encore c'est un truc à la con, j'ai pas envie de voir. Ouais, non, c'est vrai, non, je pense qu'effectivement c'est un truc, faut vraiment gérer quoi. Enfin, tu vois, c'est un outil. Enfin, moi je vois ça comme un outil, tu vois. Et il faut réussir à pas le surutiliser pour pas rendre ta chaîne que ça. C'est pour ça aussi à côté, bon, je fais des trucs qui ont des titres complètement chiants sur lesquels personne ne clique, il n'y a pas de problème. Tu vois, j'ai des vidéos qui ne sont pas vues, enfin pas beaucoup vues. Pas de souci. Non, c'est pour ça, c'est parce que je me dis. Faut doser quoi. Quand c'est une de temps en temps, tu vois, ça va, mais je me dis si ça devient trop systématique pour le nom de la chaîne, pour toutes les vidéos, bien sûr. On fait plus les différences. C'est clair. Ouais, je suis d'accord. Et après, moi personnellement, étant dans le milieu universitaire, ce que j'ai pu entendre aussi régulièrement, c'est, mais là, ça vient soit de la part, ça vient plutôt de la part des passionnés qui se sont fait. Donc moi, je fais de l'histoire, et des fois, il y a des blagues pourries ou de cul. Et du coup, les passionnés qui se sont fait une représentation de ce que doit être l'histoire, etc., ont dit « Oh non, mais l'histoire, c'est sacré, on ne peut pas y toucher, nana ». Et du coup, il y a certaines personnes qui se sont fait une représentation du le savoir, ça doit se transmettre de manière austère en général. Et moi, je pense que on peut le faire comme ça aussi, pas de problème, il y en a pour tous les goûts, mais que c'est dommage de se fermer ce genre d'outils, etc. Après, je pense qu'effectivement, il y aura toujours des écueils et des choses comme ça, mais c'est cool un peu de casser les images poussiéreuses, en particulier, je parle pour l'histoire, où ça peut vite être vu comme un truc austère, quoi. Donc moi, je suis pour le putaclic. Voilà. Au niveau de l'apologie du putaclic, il y a aussi un truc intéressant, c'est qu'il y a des études qui ont été faites en psychologie qui disent que quand tu associes une réaction émotionnelle à quelque chose que tu apprends, tu l'apprends mieux. Et je pense qu'il faut prendre ça en compte quand on fait de la vulgarisation, sans aller dans l'excès évidemment, parce que ça a son revers, comme tu disais. Mais voilà. Si tu as une érection sur une vidéo de Léo, tu apprends mieux. Ce qui était le cas. Yes. Mais je crois que le problème, c'est peut-être qu'on n'a peut-être pas tous la même définition de putaclic en fait. Oui. On n'a pas vraiment donné de définition et du coup on n'est pas tous sur la même chose. Faut expliquer. Du coup, quelle est la différence entre un titre attrayant et un titre putaclic? Là, il n'y en a pas vraiment, mais le putaclic, je ne sais pas si je considère vraiment ça comme de la manipulation en définitive. Mais putaclic, si on part du principe que putaclic égale clickbait, c'est-à-dire que c'est pas juste que c'est attrayant, c'est mensonger. Et là, on est dans la manipulation, là c'est c'est un dérangeant. souci. Exactement. Sinon, pour le reste, si c'est attirer les gens, faire des titres, je veux dire, moi j'ai été journaliste pendant 8 ans, dans la presse, on fait ça tous les jours. Faut que le titre soit un peu sexy et l'image sexy aussi. Enfin, je parle pas de lait, hein, je parle de mots qui te donnent envie de cliquer sur le lien pour lire l'article. Là, c'est juste la même chose. Moi, j'ai aucun souci. Enfin, j'ai pas été choqué par la miniature de la vidéo de Léo. C'est le jeu. Enfin, je veux dire, les gens qui s'outrent parce que on met des trucs comme ça pour faire venir les gens à regarder nos vidéos. Les gens, ils ont rien compris, ces gens-là, en fait. Oui, il faut pas être austère non plus, quoi. L'important, c'est pas mentir. Ou alors c'est plus de la vulgarisation, effectivement, c'est une transmission de savoir austère, etc. Mais à ce moment-là, autant lire des cours ou regarder les archives de l'INA. Voilà, si ton dernier article, tu l'avais appelé incroyable, ce moine nous apprend à faire des gars de ceinture, ça aurait pas été mensonger. Ça aurait été complètement vrai. Et c'est complètement du clickbait, quoi. Ouais. Puis il y a un côté, tu le fais pour la bonne cause aussi. C'est peut-être mon petit côté Machiavel, mais derrière... La fin justifie les moyens. Ouais, exactement. Le but, c'est quand même, derrière, si t'assures, côté scientifique, ton machin, il est béton, t'as une super approche, les gens, ils vont sortir grandis, tu vois, ou avec une nouvelle vision du monde. Franchement, vas-y, quoi. Enfin, ça vaut le coup, et parce que sinon, les gens vont jamais cliquer. Et aussi, il faut savoir que l'histoire de la miniature, c'était juste pour que Renaud de Nexus 6 l'appelle monsieur pendant un mois, donc ça c'est cool. Et c'est gagné. On va passer à la question suivante, les enfants. Donc, le capitaine. Question suivante. Donc, quel est le statut des sources ou comment va-t-on les chercher? Faut-il les donner? Et je précise juste qu'il y a Bruce dans le chat qui nous a rappelé, je crois l'avoir vu passer, que lui, voilà, il l'avait dit en vidéo aussi, estimait pas forcément nécessaire de donner ses sources.
Donc on peut discuter de ça aussi. Il n'est pas trop d'accord sur la fin justifie les moyens. J'ai pas tout vu passer. Désolé, tu peux remettre, Bruce, si tu veux. La fin ne justifie jamais les moyens. Sauf des fois. Sauf des fois. Une fois au chalet. Ok. Genre vraiment. Meuf. Vraiment. T'es sérieux, Didier? On va zapper à la question d'après. Hein. Quoi? Des sources? On parle pas des sources? Non, mais on va zapper ce malaise que tu viens de créer en fait. Oui. Voilà. Donc, statut des sources, comment, où faut-il les donner, blablabla. Oui. On a commencé à en parler. Ouais, c'est la première chose. Moi, c'est ma marque de fabrique chez Savoir d'Histoire, c'est de citer les sources tout le temps. Donc, j'imagine pas trop mon propos sans, parce que sinon, ou alors j'assume que c'est une prise de position personnelle. Et vu que c'est pas le cas, moi je me sers des sources, mais autant elles n'ont pas toutes la même valeur. C'est des sources qui sont pas fiables, par exemple, et que j'utilise justement pour ironiser dessus, par exemple des sources misogynes du Moyen-Âge ou de la Renaissance ou quoi, et c'est super marrant de les citer, de donner accès au texte aussi, comme ça si la personne ça l'intéresse, elle pourra aller voir. Et pour autant, elle n'a pas une valeur dogmatique, puisque moi-même je vais expliquer que je ne suis pas d'accord et que je vais amener d'autres sources pour croître. Donc on peut citer ces sources sans pour autant qu'elles aient une valeur vraiment... Voilà, on peut les critiquer aussi. Mais moi, je les cite et c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est aussi pour donner aux gens l'opportunité d'élargir les horizons de l'article. Après, on n'est pas obligé de les donner, mais c'est vrai que je fonctionne comme ça. Je ne sais pas si vous... Ouais, après, moi, je me dis, quand je me mets du point de vue du spectateur ou de la spectatrice, quelqu'un qui ne met pas ses sources, tout de suite, ça me fait perdre confiance, en fait. Je vais être en train de douter de tout ce qu'on me dit, et j'arrive pas à me détendre devant la vidéo. Et du coup, en général, ce que ça va faire, c'est qu'au fur et à mesure, je vais arrêter de regarder la personne parce que j'arriverai jamais à vraiment savoir si je peux faire confiance ou pas, vu que c'est un domaine que je connais pas. Et je vais préférer du coup aller regarder quelqu'un, peut-être, qui présente un peu moins bien, mais au moins j'ai l'impression en tout cas qu'il a des sources derrière et que ce qu'il dit est vrai. Et ça, c'est peut-être parce que tu as une formation universitaire. Oui, peut-être. Peut-être un biais. Ouais, c'est possible. Okay. En tout cas, moi juste pour rebondir là-dessus, je pense aussi que c'est hyper important de les partager. Et encore une fois, ne venant pas d'un processus académique, etc., j'ai l'impression que ça permet de crédibiliser un petit peu plus aux yeux des spectateurs. Et comme tu disais aussi tout à l'heure, moi j'ai vraiment l'impression de faire des introductions au sujet abordé. Et le fait de mettre les sources, et des fois en convention, il y a des gens qui viennent me dire « Ouais, je suis allé voir la conférence que tu as partagée du mec dans les sources et tout, c'est hyper cool ». Là, c'est hyper gratifiant en fait, parce que les gens sont allés voir plus loin dans le travail que tu as voulu leur montrer. Et ça permet aussi, en tout cas sur YouTube, dans la description, ça permet de voir un petit peu les gens qui y vont, parce que moi, j'ai une petite technique de mettre des espèces de vannes dans les sources, en fait, entre les différents liens. Et les gens, en fait, ils répondent à ces vannes dans les commentaires. En fait, on se rend compte que les gens, ça les intéresse vachement, quoi. Donc je pense que c'est important pour que les gens aillent plus loin, de citer tout enfin pas forcément tout, quoi, mais les grands axes de ce qui nous a amené à faire cette vidéo, en tout cas, quoi. Je pense que c'est même notre rôle, au final, non seulement d'attirer les gens vers ces domaines qui ne savent pas forcément ce que c'est, mais de leur donner les clés pour aller voir plus loin. Mais est-ce qu'il y a des gens sur YouTube qui ne citent pas leurs sources? Ça, oui. Justement, en l'occurrence, il y a Bruce qui réagit dans le chat qui dit que lui, il ne donne pas ses sources, pour dire simplement, parce qu'il n'est pas prof. Il entend parler de notre immense responsabilité, mais franchement, à titre perso, c'est juste un gars qui fait des vidéos où il explique les choses qu'il a comprises telles qu'il les a comprises. Ça change pas. Mais... ouais, mais le gros problème, c'est que dans la transmission d'un message, il n'y a pas que l'émetteur du message, il y a aussi le récepteur du message qui est tout aussi important. Et le récepteur du message, il faut faire gaffe au fait que quand il va voir quelqu'un qui regarde des vidéos sur YouTube, c'est pas un prof qui regarde, mais c'est une personne qui lui transmet du savoir. Et c'est une personne qui lui transmet du savoir qu'il va interpréter par défaut comme juste. Parce que c'est pas utile de transmettre du savoir faux. Et dire la personne en toute bienveillance peut transmettre un savoir faux sans même le savoir. Et l'avantage des sources, c'est que ça permet d'aller voir où ce savoir a été acquis et de se dire santénutrition.org, peut-être c'est pas bon. Puis de toute façon, les sources, tu les as, enfin, quand tu construis ton sujet, même pour toi, je veux dire, c'est utile de pouvoir aussi t'écris ton script la première fois, et puis après tu te dis, attends, est-ce que je vais... Enfin, d'avoir une liste pour aller vérifier tous ces liens, enfin,
tous les chiffres, quand tu disais justement que maintenant tu passes une semaine à faire tes scripts, j'imagine que tu fais une version du script et après tu vas voir tous les chiffres, tous les moindres petites phrases pour voir si tu es vraiment dans le juste ou si tu n'es pas en train de retraduire quelque chose de manière erronée. Et c'est ça aussi, pour moi les sources elles sont pour moi aussi. Je les utilise pour créer mon sujet et pour vérifier que tout ce que je dis est correct, quoi. Après, les publier, je te rejoins aussi, j'aime bien mettre des petits mots pour dire ce lien-là, il faut aller le voir parce que c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, quoi. C'est pour vous amener sur ce lien-là, allez voir. Ouais, puis même, je pense que c'est totalement normal en fait de montrer aux gens les sites ou les articles ou les bouquins qui nous ont aidés à faire la vidéo qu'ils regardent, quoi. Parce que je sais pas, ça me semble un petit peu normal. Et puis je pense que de toute façon, à partir du moment où on fait une vidéo, c'est qu'on a particulièrement aimé un sujet, on a particulièrement aimé quelque chose sur internet ou ailleurs, et je pense que c'est aussi c'est bien de pas de créditer ça, mais de faire savoir ce qu'il y a à générer, la genèse de l'épisode, quoi. Je vois des TED Talks ou des trucs comme ça qui créent vraiment, qui sont l'étincelle d'un épisode, et ça me semble totalement logique de rediriger vers ce contenu original. On a Nota Bene en chat aussi qui dit que oui, on a une responsabilité, parce qu'il y a pas mal de gens qui prennent notre parole comme parole d'évangile, parfois même au détriment des vrais profs. Du coup, la prise de recul, elle n'est pas toujours là niveau viewer. Donc c'est bien d'apporter autre chose derrière. Justement, en fait, donc là, il y a 3 trucs. Donc il y a l'argument de Germain qui dit, en gros, on est des portes et il faut ouvrir vers les autres, vers la suite, quoi. Il y a l'argument qui dit, il faut rendre à César un petit peu, parce que des fois, c'est une vidéo qui nous a motivés à se lancer, donc il faut au moins la créditer parce que elle nous a lancé dessus, tu vois, ou un TED, ou la lecture d'un chapitre, un truc comme ça. Et moi je pense qu'effectivement c'est ce 3e point, c'est que en fait tu mets les sources ne serait-ce que pour encourager les gens à avoir de l'esprit critique. Parce que finalement dans nos vidéos, nous ce qu'on fait c'est un peu ce qui se passe au cinéma, c'est que tu crées de la suspension consentie de l'incrédulité, tu vois. Moi c'est ce que je fais, et je le fais consciemment. Quand je dis je manipule les gens, je fais exprès. C'est-à-dire je commence en général les épisodes par une histoire, parce que pour moi, c'est la meilleure façon d'introduire les gens tranquillement dans un sujet qui peut être assez aride. Tu vois, un sujet, je sais plus, c'était sur l'histoire que notre corps, en fait, c'est une chimère parce qu'on possède plein de patrimoines génétiques différents dans un seul corps. En fait, je me suis dit, je vais commencer cet épisode-là par l'histoire d'une bonne femme qui a accouché d'une fille dont elle n'était pas la mère, en fait, génétiquement. Bon, tu vois, tu pars d'une bizarrerie comme ça et puis tu défiles en fait tout ton épisode comme ça. Et ça, en fait, en faisant ça, tu crées de la suspension consentie d'incrédulité, c'est-à-dire que tu baignes les gens dans ton univers, mais du coup, tu leur prives tout l'esprit critique. Enfin, tu vas leur enlever un petit peu de l'esprit critique, si tu veux. Et je pense que, en fait, en mettant les sources, tu les ramènes à cette histoire d'esprit critique. À la fin de la vidéo, il faut que les gens se disent, ok, est-ce que ce que je viens de regarder, c'est juste ou pas? Et là, du coup, ils ont les sources, ils peuvent aller vérifier. Je pense en le faisant pas, en fait, tu passes du statut de vulgarisateur à un statut de storyteller, tu vois, tu es juste un conteur. Et je pense que pour moi, c'est super important d'encourager les gens à aller vérifier. Ils sont pas obligés de te croire sur parole, parce que, après tout, tu n'es qu'une personne d'internet qui discute d'un sujet, tu vois. Il y a un autre petit truc par rapport aux sources. Il y a certains domaines dans lesquels c'est difficilement possible de donner les sources parce qu'en fait c'est un savoir acquis pendant très très longtemps. Je pense notamment à tout ce qui ne concerne pas le savoir pur, mais plus tout ce qui va être inhérent à la méthode. Tout ce qui va concerner des méthodes, par exemple la méthode scientifique, ne serait-ce qu'en ce qui me concerne, le 7 barré, ma chaîne d'analyse musicaux, je ne peux pas donner de source parce que la source c'est la partition ou le morceau lui-même. Ensuite, tout le processus analytique que j'applique à cette partition-là, ça va être sauf dans certains cas isolés, quand je vais parler d'un élément historique inhérent à la partition, où je vais pouvoir donner ça, ou je vais parler d'un élément d'organologie que je vais aller chercher dans un bouquin, là je vais pouvoir le donner. Mais globalement, tout ce qui concerne la méthode analytique, qu'est-ce que je peux donner? Ce sera toujours la même chose. Ce sera les bouquins de solfège que j'ai utilisés pendant toutes mes années d'études. Ce sera les bouquins d'analyse que j'ai consultés. Du coup, j'ai un site internet à côté dans lequel j'ai effectivement un onglet sources, mais c'est un onglet sources général. C'est plus ou moins les sources qui m'ont enseigné la méthode et toutes ces choses-là qui me permettent ensuite d'appliquer ce travail aux partitions. Mais dans ces cas-là, c'est difficile de donner les sources, quoi. On va devoir embrayer sur la dernière question si on va avoir le temps de la traiter. Et Léo commencera un peu à la traiter par rapport à la responsabilité que le public peut avoir et l'esprit critique. Est-ce que c'est possible d'avoir un esprit critique quand on n'est pas forcément spécialiste de ce qu'on regarde? Comment s'y prendre, etc.
Et est-ce que la vulgarisation doit être accessible au plus grand nombre, sans prérequis? Voilà. J'aimerais bien dire un petit truc sur le prérequis, justement. Comme j'étais sur le 7 baril, même sur la musicologie, il y a un truc dont on ne se rend pas forcément compte. Je m'en suis vraiment rendu compte parce que je baigne dedans. Mais le prérequis, on a tous plus ou moins un prérequis dans la plupart des domaines qui sont vulgarisés sur Internet. L'air de rien, le niveau collège-lycée, en biologie, en physique, tout ça, il n'est pas dégueulasse. C'est pas un niveau nul. Du coup, arriver et mettre par-dessus des notions qui sont un petit peu plus complexes, ça va pas être forcément difficile. Et justement, en ce qui me concerne dans la musique, le niveau collège, c'est 0. Il n'y a absolument rien d'appris en termes de musicologie, en termes de solfège en collège. Du coup, arriver par-dessus et faire de la vulgarisation musicologique, c'est hyper difficile. Je pense que oui, il faut un prérequis pour pouvoir consommer de la vulgarisation, mais le prérequis, de manière générale, dans le monde dans lequel on évolue, dans lequel on a tous plus ou moins accès à l'école jusqu'à un certain point, le prérequis, on l'a en définitive. Il y a aussi un proverbe en vulgarisation, c'est connaître ton public. C'est très très important de savoir à qui on parle avant de parler de quelque chose. Parce que parler de la nucléosynthèse stellaire alors que les gens ne savent pas ce que c'est un atome, c'est difficile. Donc voilà. Julien, vu qu'à la base il t'intéresse par la question. Mais en fait, je pense qu'on fait comme on veut. C'est-à-dire qu'il faut connaître son public, mais c'est aussi le public. On a le public pas qu'on mérite, mais qui est adapté à notre discours. Moi perso, je pars du principe que je parle à des gens qui ont 0 connaissance médicale, mais qui ont des connaissances en santé, parce que ils possèdent un corps humain, donc ils ont deux, trois notions un peu empiriques peut-être, mais tu vois. Mais c'est très bien s'il y a d'autres types qui font de la... Enfin, moi, j'ai pas l'impression de faire de la vulgarisation médicale, moi. C'est vraiment sur la santé et le corps. Mais il y a des médecins qui font de la vulga et qui peut-être ont un level un peu au-dessus, c'est-à-dire qu'ils parlent à des gens qui sont un peu connaisseurs, et c'est pareil dans toutes vos thématiques. Il y a plusieurs niveaux, et c'est très cool comme ça en fait. Alors je voulais dire juste, avec certains on en avait discuté un petit peu avant ça, et on partait souvent de dire pas de prérequis, c'est le niveau bac. Du coup je suis allée regarder un petit peu les données, et en fait, c'était des données de l'INSEE de 2012, et il y avait plus de 56% de la population qui n'a pas le bac. Donc en fait, rien que ça, on est un peu biaisé. Bon, après, si on prend les gens qui sont nés après 1980, on est seulement à 30-35% qui n'ont pas le bac. Mais bon, du coup, rien que ça, même pas de prérequis, c'est quand même... En fait, si. Du coup, pas de prérequis, c'est pas possible. De base. Voilà. Est-ce qu'on va prendre un dernier mot là-dessus, ouais. Un dernier mot? Ouais, parce que... Balustrade. Voilà. Austerlitz. Eucalyptus. Et il y a Cola qui dit LOL. Voilà. Merci Cola. Bisous Cocolino. J'ai lâché son pseudo devant tout le monde. Ouais, ça c'est... dis-nous ton dernier mot. Ouais, non, c'est par rapport à l'esprit critique. Il faut vraiment encourager, je pense, les spectateurs à avoir un gros esprit critique sur YouTube. De façon générale, même envers des gens personnellement que je valide parce que je trouve génial, je les conseille quand même d'avoir un gros esprit critique, même si tu as eu 100 heures de travail sur un script et tout, le script il est béton, il faut quand même que les gens ils le regardent avec de l'esprit critique, tout le temps. On est tous biaisés, absolument tout le monde, même les spécialistes, et il y a quelquefois des spécialistes qui ont tendance à se faire même un petit peu trop confiance, justement. Et c'est normal. Et je vais vous couper pour répondre à quand même une ou deux questions. On a genre 2 minutes, et ça serait sympa de prendre en compte les questions du chat, désolé. Moi, je vais juste commencer par le premier truc que j'ai noté, c'est Bolchevik qui dit moi j'aime bien quand c'est Vlad qui parle parce qu'il est très beau. Voilà. On a vraiment du temps. Oui, exactement. Non, sinon, vous intéressez-vous à la manière dont on consommait vos vidéos? C'est-à-dire du coup, on ne peut pas répondre parce qu'il n'est pas là. C'est limité là. Dans la tenue vestimentaire. Comment c'est utilisé, par exemple par des profs, comment les gens les prennent? Moi, oui. Du coup, là, j'ai une idée en place. Je le ferai dans plusieurs mois, mais c'est de savoir ce que les gens retiennent des vidéos, en gros. Parce que c'est pas forcément le but de tout le monde. Tu veux faire des interros après tes vidéos En gros, je m'étais dit pourquoi pas plutôt une forme de quiz, comme ça pour les gens c'est sympa. C'est ça, et du coup de voir quand les vidéos sont anciennes, est-ce que... Ouais mais en plus cool quoi. Et de voir est-ce que les gens retiennent des trucs, est-ce qu'ils retiennent l'idée globale, ou alors juste leur but c'est de passer un bon moment. Voilà, un peu questionnaire pour ceux qui veulent. Et ouais, parce que je trouve que c'est quand même un bon retour. Même si ton but c'est juste d'émerveiller les gens ou qu'ils passent un bon moment, c'est quand même intéressant de savoir s'il y a un impact quoi. Une dernière ou d'autres actions?
En tout cas, moi, pour la manière dont consomment les vidéos, dont les gens consomment les vidéos, je sais pas trop. Enfin, j'ai l'impression d'être un peu extérieur à ça, mais ce qui est marrant, c'est que j'ai pu constater avec un concept que j'ai lancé il n'y a pas très très longtemps sur ma chaîne, que les gens, en fait, quand on part dans un sujet en fait un petit peu plus précis, par exemple, qu'on pourrait aborder dans un top. Je prends un exemple, par exemple, un top sur les serpents les plus venimeux, voilà, ou les serpents les plus dangereux. Bah, si en fait on modifie un petit peu ce top, pas forcément pour faire un top, mais autre chose, et qu'on part dans, par exemple, des facts sur le venin, voilà, comment le corps réagit, les toxines, comment elles sont foutues, etc. Et bah, les gens vont retenir vachement plus de petits trucs en fait. Et c'est ça que j'ai pu remarquer avec mes vidéos. En fait, si on fait une grosse vidéo, je sais pas, sur la relativité générale, j'ai l'impression que les gens vont pas forcément en retenir plus que si on fait une vidéo avec des facts comme ça, un petit peu lancés, mais qui sont tout de même un petit peu approfondis. Mais encore une fois, ça reste une introduction. J'ai l'impression que les gens digèrent mieux quand c'est un petit peu plus léger, quoi. Je sais pas. Et ce qui est intéressant dans ton concept, c'est que tu fais participer les gens. Ouais. Ça permet de... au moins chacun en retient quelque chose. C'est possible. Ce qui est très cool avec Internet, c'est le fait qu'on ait des commentaires, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré que l'apprentissage se faisait mieux dans des mécaniques d'échange que dans des mécanismes de réception pure. C'est pour ça qu'en fait, il y a des études qui ont montré qu'apprendre une langue uniquement en regardant des séries télé, par exemple tout ce qui concerne les trucs pour apprendre la langue pour les enfants, c'est pas bien. On apprend beaucoup moins facilement que dans un échange avec les parents. C'est dans la réutilisation et dans l'échange que les connaissances s'acquièrent le mieux. Donc le fait de pouvoir échanger avec le public, comme tout ça, c'est vraiment important, je pense. Et ben, c'était le mot de la fin. Voilà, il est 18h et nous sommes des gens ponctuels. Merci à vous tous. Merci aux internautes. On n'a pas pu traiter toutes les questions. Voilà. On n'en a pu en traiter qu'une, en fait. Vos questions. Du coup, n'hésitez pas à écrire à vos vulgarisateurs chéris sur leur blog. Sur Facebook, Léo Grasset les dit tous. Léo Grasset répond à toutes ces questions. Il répond à tous les MP. Il y a un message automatique d'abord, mais n'hésitez pas à le bombarder. Voilà. Et à tout le monde aussi, n'hésitez pas à poser des questions ou sur Twitter ou autre. Voilà. Gros bisous. On va maintenant laisser la place